Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Pierre Calfa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la Fondation Copernic et du conseil scientifique d'Attac. Vous avez co-signé avec des militants, des intellectuels, des syndicalistes cette tribune cette semaine publiée sur Mediapart. Elle est titrée « Gauche, un sursaut nécessaire ». Une tribune dans laquelle vous appelez à refonder la gauche après les européennes. On va y revenir évidemment, mais d'abord, on est à 2 jours du vote aux élections européennes. C'est quoi l'enjeu de ces élections ? Comme toute élection de ce type, il y a un double enjeu. Il y a d'abord un enjeu national qui renvoie au rapport de force entre les forces politiques en France. Et dans ce cadre-là, tous les sondages montrent que la gauche est en piteux état, d'où notre appel. Et il faut le prendre vraiment au sérieux, il y a un enjeu européen. Car le Parlement européen est tout sauf un Parlement croupion. Et quand on compare les pouvoirs réels du Parlement européen au pouvoir du Parlement français, le plus croupion n'est pas celui qu'en général on croit, c'est-à-dire le Parlement européen. Le plus croupion, c'est le Parlement français. Comment on s'y retrouve à gauche ? Quel est votre travail justement sur le plan des idées ? Toutes ces listes vous paraissent légitimes ? Il y a des vrais désaccords de fond qui justifient toutes ces listes ? Non, sur le fond, on pouvait avoir, je laisse de côté le PS, c'est encore un autre problème, mais si on prend le PC, France Insoumise ou même les écologistes, sur le fond, aujourd'hui on pouvait avoir un accord sur les questions européennes. Au Front de gauche par exemple, j'avais participé à l'époque à la rédaction du document de 2014 de référence du Front de gauche, le PC, le PG et ensemble, puisque j'étais ensemble à l'époque, s'étaient mis d'accord sur un document qui reste entièrement valide aujourd'hui. Donc il y aurait pu avoir, sinon une unité totale, mais en tout cas une unité partielle des forces de gauche. Ce qui a joué n'est évidemment pas cette question-là. C'est des questions d'identité politique, de stratégie politique. Et de toute façon, les questions de programme ne sont jamais un vrai problème. Quand il y a une volonté politique de passer des accords, on trouve toujours des points d'accord sur les questions de programme. Quand on ne veut pas passer d'accord politique, on justifie cela en général par des divergences programmatiques, mais en réalité ce n'est jamais ça. Si on croit les sondages, aucune des listes de gauche ne pourrait dépasser le cap des 10%. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Je pense que il y a tout d'abord une perte de crédibilité politique générale de la gauche et ensuite des occasions qui ont été ratées. Et particulièrement d'ailleurs par la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a fait une excellente campagne. Oui, une excellente campagne présidentielle. Il avait réussi à avoir plus de 20%, gagné un électorat nouveau qu'il a ensuite reperdu. Et on voit que, on l'avait vu déjà avant lors des élections législatives partielles, et on voit dans ces élections européennes qu'il n'a pas été capable de le regagner, ce qui est un problème majeur. C'est-à-dire qu'on se retrouve globalement avec un étiage de la gauche radicale qui est l'étiage traditionnel. Quand on additionne le score possible de la France Insoumise, du PC, on est globalement dans les scores du Front de gauche, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on verra au résultat. Donc il y a un problème majeur qui renvoie à mon avis à l'incapacité de la gauche en général de faire vivre une espérance, un espoir, l'espoir d'une société désirable. Pour que les gens votent à gauche, il faut qu'ils aient un espoir de transformation sociale, l'espoir que c'est possible d'avoir une société qui est une société différente. Or là, la gauche n'a pas été capable de faire vivre cet espoir-là. Vous parlez de rendez-vous manqué. Est-ce que c'est les européennes ce rendez-vous manqué ? Non, je pense que le rendez-vous manqué, c'est la suite de présidentielles. Les législatives qui ont suivi, et puis tout ce qui s'est passé après. Les européennes ne viennent que conclure d'un certain point de vue cette phase politique-là, où on a vu que la gauche s'est stratifiée et a dépéri. Il y a quand même un mot sur justement la gauche et ses européennes. Est-ce qu'il y a encore une interrogation, un doute à gauche sur la nécessité, l'objectif de sortie ou de rester dans l'Union européenne? Vous qui vous déplacez un peu partout en France, justement, dans le cadre de débats avec les citoyens. Écoutez, moi, j'ai fait beaucoup de réunions publiques là, dans le cadre des européennes, autour du livre que nous avons sorti, Attaque, la Fondation Copernic, qui est Cette Europe malade du néolibéralisme. Donc on a fait pas mal de réunions publiques, et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que justement la question de la sortie, et notamment de la sortie de l'euro, et encore moins la sortie de l'Union européenne, était une question qui ne venait plus dans le débat public.
Contrairement, par exemple, en 2014, où j'avais fait aussi beaucoup de réunions publiques sur la question de l'Europe, où c'était une question qui revenait tout le temps. Là, c'est une question qui ne revient quasiment jamais. À tel point qu'auparavant, dans mes présentations, j'insistais beaucoup sur cette question de l'euro, etc. Là, je l'ai complètement évacuée parce qu'elle ne revient pas, et elle ne revient même pas dans les débats ni dans les questions que posent les gens. Donc je pense qu'il y a un tournant de ce point de vue-là dans ce qui est la sensibilité au moins des réseaux militants. Bon. Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que les forces politiques qui prônent officiellement la sortie de l'euro restent des forces totalement marginales en France, et probablement dans tous les pays européens. Dans la tribune que vous publiez sur Mediapart, vous dites, je vous cite, « Alors que les aspirations sociales, écologiques et démocratiques n'ont jamais été aussi fortes, la gauche s'est révélée incapable d'élargir son audience et de proposer une alternative politique crédible. » Comment est-ce que vous expliquez que la gauche ne tire pas profit de la crise sociale que traverse le pays ? Je pense que c'est une crise qui vient de loin. Bon, d'abord, il y a le fait que le mot gauche a été lui-même abîmé par des décennies de néolibéralisme et dont le quinquennat Hollande a été l'aboutissement. Un quinquennat calamiteux qui a fait identifier la gauche aux politiques néolibérales, aux politiques d'austérité. Donc pour une grande partie de la population, avec le mot gauche a perdu son sens. Bon, ça c'est le premier aspect. Mais ce n'est qu'un aspect. Je pense qu'il y a une responsabilité propre de la gauche, disons radicale ou de transformation sociale et écologique, qui a été incapable de faire vivre un espoir politique, un nouvel imaginaire qui projette dans l'avenir l'idée qu'une autre société est possible. La gauche est forte quand elle est capable de faire vivre cette espérance-là, comme l'a été par exemple le socialisme, l'idée de socialisme ou l'idée de communisme il y a des décennies. C'était pas tant le programme précis des partis qui mobilisait les gens, mais cet imaginaire collectif, cet imaginaire social qui faisait que les gens pensaient que c'était possible d'en finir avec le capitalisme, qu'une autre société était possible. Et aujourd'hui, cet imaginaire-là a disparu. Alors, il y a des choses qui sont en train de se reconstruire petit à petit, à travers l'écologie, à travers l'idée des communs, par exemple. Bon, tout ça est en train de faire naître un nouvel imaginaire, mais on n'en est qu'au début d'un processus. Et votre sentiment à vous, Emmanuel Macron voudrait nous faire croire que la classe politique se diviserait entre les progressistes d'un côté, les nationalistes de l'autre ou les populistes de l'autre. Vous dites d'ailleurs que c'est un faux duel dans la tribune. Vous croyez, vous, encore au clivage droite-gauche? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il faut le ranimer? Ou est-ce qu'il faut au contraire dépasser ce clivage comme le propose Jean-Luc Mélenchon et fédérer le peuple? Écoutez, tout d'abord, comme il y a une droite, ça veut dire qu'il y a une gauche, bon, par définition. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dépasser le clivage gauche-droite. Maintenant, il faut donner du contenu à ce clivage. Bon. Et le fait de dire, l'expression fédérer le peuple est un peu une expression oxymorique d'un certain point de vue. Parce que comment fédérer quelque chose qui est déjà un? Bon, on peut fédérer les classes populaires, bon, ça a un sens, on peut fédérer même des individus qui sont dominés ou opprimés, mais fédérer une entité qui déjà préexiste, bon, c'est une expression bizarre. Mais au-delà même de l'expression, je pense que le clivage qui est mis en avant, peuple contre oligarchie ou peuple contre élite, n'est pas porteur d'un projet politique en tant que tel. Évidemment qu'il faut désigner un adversaire. Bon, il n'y a pas de politique sans adversaire, c'est évident. Mais la politique ne se réduit pas au rapport de force et à désigner un adversaire. La politique, c'est aussi construire du commun. C'est construire des projets communs, faire partager un imaginaire commun. Or, ce clivage est peuple, élite ou peuple, oligarchie, en soi, bon, ne porte aucun projet. Bon. D'où d'ailleurs le fait qu'il peut être récupéré par l'extrême droite. Par exemple, les affiches de Marine Le Pen, enfin du Rassemblement national, c'est de donner le pouvoir au peuple. Bon, on croit rêver, bon, mais voilà. Bon, et donc ça veut dire que la référence au peuple, en soi, n'est porteur d'aucun projet politique. Et le mot peuple lui-même peut désigner des réalités radicalement différentes. Dans la tribune, vous réfléchissez à l'après, en tout cas vous donnez des éléments pour dire qu'il faut que la gauche se réveille après ces européennes et se rassemble, ou en tout cas qu'elle se refasse et qu'elle se recompose, ou qu'elle se refonde en tout cas. Jean-Luc Mélenchon a proposé de créer la Fédération populaire, c'est la même chose, c'est les mêmes objectifs?
L'idée d'une fédération populaire est une très bonne idée, bon, mais comme toujours, le diable est dans les détails. Et là, les détails sont des gros détails. En l'occurrence, c'est qu'est-ce que va être cette fédération populaire? Il y a deux cas de figure possibles, hein. Soit c'est simplement un élargissement de la France insoumise et la vassalisation de tel ou tel petit courant politique qui rentrerait à la France insoumise et on changerait le nom, mais le contenu resterait le même. Et je ne vois pas comment cette affaire-là pourrait marcher. Ça n'a pas marché avant. Il n'y a aucune raison que ça marche après, dans une situation qui sera plus dégradée, hein, de la France insoumise aujourd'hui qu'après les présidentielles. Bon. Soit il y a réellement un processus de refondation, de reconstruction générale qui doit évidemment intégrer les forces politiques, mais qui doit dépasser très largement les forces politiques. On ne s'en sortira pas simplement en additionnant la France insoumise, le Parti communiste, une partie des Verts, tout parti des Verts, etc. Ça, par contre, c'est une illusion. La question de l'unité, de la lutte contre les partis piments est une question importante, mais ce n'est pas la question centrale que nous devons résoudre. La question centrale que nous devons résoudre, c'est comment on crée un processus qui est un processus constituant, qui associe là et qui dépasse largement les forces politiques existantes et qui permette l'existence d'un mouvement politique qui soit pluraliste et démocratique. Bon, c'est ça l'enjeu, à mon avis, suite aux européennes. Et dans ce cadre-là, la France insoumise, qui va rester malgré tout la force dominante à gauche, dans une gauche qui est dans un état pitoyable, mais quand même la force dominante à gauche, a une responsabilité en la matière extrêmement importante. Aujourd'hui, comme d'ailleurs après les présidentielles, les clés sont quand même dans les mains de Jean-Luc Mélenchon. J'ai une dernière question, Pierre Khalfa. Vous êtes un militant altermondialiste, vous êtes une des figures de l'altermondialisme. Ça a encore du sens, l'altermondialisme. Pourquoi est-ce que ce mouvement est-il en perte de vitesse? Je pense que ce mouvement est en perte de vitesse parce qu'il n'a pas su répondre à des problèmes stratégiques majeurs. C'est-à-dire à être capable de dépasser d'être simplement, dans le cadre des forums sociaux, que ce soit mondiaux ou européens, un cadre de débat pluraliste pour construire des objectifs communs et une stratégie commune. Et ça s'est vu dans le cadre européen, hein. Le Forum social européen a été la tentative de construire un mouvement social européen. C'était la seule tentative sérieuse. Il a échoué, puisque le Forum social européen a disparu, et il a échoué sur cette question, c'est-à-dire sur le fait qu'il rassemblait de très très nombreuses forces, hein. C'était un mouvement très pluraliste, mais qui a été incapable de se poser la question d'une stratégie commune à l'échelle européenne et d'objectifs communs à l'échelle européenne. Et donc, il a dépéri petit à petit parce qu'il n'a pas répondu à cette question-là. Il en est de même au niveau mondial, même si les affaires au niveau mondial sont plus compliquées qu'au niveau européen. Donc, je pense que la faiblesse de l'altermondialisme, ça a été de refuser de se poser des questions stratégiques. Merci beaucoup, Pierre Khalfa. Merci à vous.